Accepter, s'il vous plaît. Donc, bienvenue pour ce webinaire, s'ouvrir une nouvelle voie. Euh, Aujourd'hui, on va vous parler de l'entreprise de demain. On va faire un point sur ce qu'on sait aujourd'hui, un état des lieux en fait, ce qu'on sait de l'entreprise aujourd'hui, ce qu'on sait, et ce qu'on a besoin pour demain, et puis on se penchera sur tout ce qu'on ne sait pas et comment on fait pour faire avec tout ce qu'on ne sait pas, comment on fait pour naviguer avec tout ce qu'on ne sait pas. On parlera aussi du leader, en fait, parce qu'évidemment que l'entreprise, elle est constituée de plein d'humains et que sans humains, eh ben, l'entreprise, elle ne fonctionne pas. Donc, on se concentrera aussi sur le leader. Et puis, on vous donnera des astuces, en fait, avec Sylvie, pour naviguer à vue, pour savoir comment on fait justement pour naviguer à vue. Euh, Si vous ne nous connaissez pas, Nadia, je ne vous connais pas, Jean-Luc, je te connais, Cindy, on se connaît, mais Sylvie, est-ce que tu veux te présenter? Alors, volontiers, puisque moi, à part Cindy, je ne vous connais pas, mais je suis très heureuse de vous rencontrer. Donc, moi, je m'appelle Sylvie Ray, j'ai 51 ans et puis je suis chef d'entreprise au départ. J'ai un bureau d'architecte depuis voilà, bien longtemps, donc je sais ce que c'est diriger. Enfin, je crois savoir quand même ce que c'est que de diriger une entreprise. Et puis, à côté de cela, j'ai la chance de pouvoir faire mon travail passion, qui est donc accompagnatrice en montagne. Donc là, je suis encore en formation, mais j'ai le droit d'accompagner des gens en montagne. Et à côté de cela, je fais aussi d'accompagnement en transition de carrière. Et en fait, j'ai réussi à allier ces deux mondes. Donc, j'emmène les gens en transition de carrière en montagne pour le coaching. Et je collabore avec Valérie sur les yoga rando et puis d'autres événements dans cette retraite. Super. Voilà, si vous avez des questions plus précises, je suis à disposition, mais vu que le temps nous est Ouais, compté, je je vais... pense que tu nous parleras, tu nous donneras un ou deux exemples des bénéfices de la montagne Exactement. sur pour le leader, pour les entreprises. Et puis, si vous ne me connaissez pas, enfin, Jean-Luc, on se connaît depuis longtemps, donc je ne sais pas si tu as suivi où j'en suis aujourd'hui. Nadia, je pense qu'on ne se connaît pas, je crois pas. Et puis, bah, Cindy, on se connaît, mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Moi, je suis mentor en leadership conscient. J'ai tout un tas d'outils à disposition. Je viens du marketing, notamment aussi du marketing digital. Donc, je fais aussi du consulting en marketing, en prospective, donc pour préparer les entreprises à demain. Et puis, j'interviens sur les yoga rando avec Sylvie, parce que je suis aussi prof de yoga, ce qui permet en fait notamment, parce que j'ai encore tout un tas d'autres outils à disposition, mais ce qui me permet en fait de travailler sur tout ce qu'il faut pour préparer les leaders des entreprises à demain, notamment sur la vision, la prospective, l'écologie intérieure, parce que si on n'est pas bien, on ne peut pas aller vers demain, on ne peut pas s'occuper du monde. Et puis, sur tout ce qui est développement en fait, du leadership conscient et spirituel, qui est un chemin en soi et qui ne se fait pas en claquant des doigts. Voilà. Euh, donc, avant de commencer, je ne sais pas comment était votre matinée, mais je vous propose, Cindy, je ne te vois pas, mais j'espère que tu peux prendre un petit moment pour fermer les yeux et respirer. On va se faire un petit sas pour se dédier pleinement à ce webinaire. Donc, vous pouvez, si vous êtes assis ou même vous pouvez vous mettre debout comme vous voulez, mais posez bien vos pieds au sol. Donc, décroisez les jambes, touchez le sol avec vos pieds. Vous pouvez ajuster votre colonne vertébrale. Déroulez un petit peu vos épaules, peut-être faire un ou deux mouvements avec votre nuque. Fermez vos yeux. Et puis, vous allez pouvoir faire 3 lentes et profondes inspirations. Et quand vous expirez, vous laissez votre expiration descendre jusqu'à vos pieds, dans le sol. Quand ça devient inconfortable, vous réinspirez.
Et vous expirez. Profitez de faire bouger votre ventre quand vous inspirez et expirez. En faisant des respirations complètes. Et puis, vous allez prendre un petit moment pour vous brancher à ce webinaire. Posez vos intentions, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous avez envie d'obtenir. Comment vous avez envie de le vivre. Et puis, vous pouvez être pleinement là, maintenant, dans ce cadeau qui est le moment présent. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle le présent. Sachant que Sylvie et moi, on va s'occuper du temps. Donc, et tranquillement, vous dédiez pleinement à cet instant jusqu'à 13 heures. Et quand vous êtes prêt et prête, prête et prêt, vous pouvez rouvrir les yeux et revenir ici maintenant. Voilà. Alors, comme on est un petit groupe, je vais faire une petite variante, Sylvie. J'attendais. Tu la voyais venir. Oui, oui. Sentez-vous libre d'intervenir et Oui. poser vos questions. Au fur et à mesure, voilà, plutôt que d'attendre à la fin, il n'y a pas de souci. Ouais. Sylvie, je te laisse y aller sur l'entreprise. Oui, alors, donc je vais vous parler un petit peu de l'entreprise, ce qu'on sait aujourd'hui, ce qu'on ne sait pas et ce qu'on aimerait. Un petit peu ces trois points de vue, vraiment du point de vue de l'entreprise. Ensuite, de quoi Valérie partira plus tôt sur le point de vue du leader, du chef d'entreprise. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, l'entreprise, elle vit un monde quand même pas évident. On doit s'adapter en permanence. Moi, j'ai l'impression, c'est ce que moi je ressens un petit peu dans mon entreprise, c'est qu'on est toujours un petit peu en train d'éteindre des feux, on fait un petit peu le pompier. On a de la peine à avoir une vision à long terme, c'est plutôt du court terme. Plusieurs systèmes arrivent au bout de course. Et du coup, des systèmes sociétaux, environnementaux, etc. Et puis, du coup, notre entreprise fait partie de ce monde, donc elle est impactée. Le retour en arrière est difficile, il y a un état d'urgence, on a du stress, collaborateurs, tout l'environnement, collaborateurs, les partenaires, les fournisseurs, etc. Donc, ça demande une adaptation permanente, une agilité permanente. Et puis ça c'est usant physiquement, intellectuellement. Donc, vraiment du point de vue de l'entreprise, comme un être à part entière. Ça, c'est un petit peu la situation aujourd'hui. Ce qu'on voit aussi pour demain, c'est qu'il y a l'intelligence artificielle qui va avoir un impact quand même assez significatif, notamment sur l'emploi. Il y a des métiers qui vont disparaître. Il y a des demandes dans d'autres départements, par exemple en ingénierie, en informatique, etc. Donc, il y a des prévisions sur certains domaines où il va y avoir vraiment du manque de personnel, tandis que d'autres métiers sont amenés à disparaître. Aussi en relation avec l'intelligence artificielle, on pense notamment aux traducteurs, aux graphistes, aux assistants administratifs, etc. Il y a d'autres domaines aussi où l'entreprise, pour tous ceux qui travaillent dans l'agriculture, c'est des défis qui sont quand même assez conséquents, puisqu'il y a de moins en moins de monde qui a envie de travailler dans ce domaine, alors que la demande en nourriture est quand même assez conséquente. On est de plus en plus sur cette terre. Les consommateurs, les modes de consommation changent. Il y a aussi des défis migratoires auxquels on sera amené. Et puis les exigences que l'entreprise aussi s'est, on va dire, imposées dans le sens
Par exemple, je parle des accords de Paris où on vise quand même les moins 2,5% d'émissions de CO2. Donc, ça, c'est voilà, des choses aussi qu'on s'est mis comme objectif. Donc, voilà, ça, c'est un petit peu un état de la situation aujourd'hui et demain. Et puis, il y a tout ce qu'on ne sait pas. C'est jusqu'où, par exemple, l'intelligence artificielle va aller. Ça, voilà, ça peut quand même nous challenger. Les modifications au niveau justement des métiers, ça, j'en ai déjà parlé. L'adoption de nouveaux systèmes de fonctionnement, par exemple l'économie circulaire, quel impact elle aura sur la vie de mon entreprise et aussi au niveau financier pour que nos entreprises puissent continuer à fonctionner de la meilleure façon possible. Les défis énergétiques aussi sur l'entreprise, ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas très bien dans quel sens ça va aller. Et puis ce qui peut encore tomber sur la tête de l'entreprise au niveau des crises migratoires, des guerres, des pandémies, etc. On en a eu quand même un exemple assez conséquent il n'y a pas si longtemps et encore aujourd'hui. Et puis d'autres défis environnementaux au niveau des matières premières. Voilà, est-ce que l'entreprise va pouvoir continuer à fabriquer ses produits? Et puis, il y a ce qu'on a envie, ce qu'on souhaite. C'est notre vision, c'est les valeurs de l'entreprise, ce qui nous guide, ce qui nous motive, ce qui nous challenge de façon positive. Quel modèle on peut avoir? Aujourd'hui, on a c'est un petit peu trouble. Et puis, dans tous les aspects, on voit que l'entreprise, elle doit s'adapter très vite, elle doit être agile, elle doit trouver des solutions rapidement, trouver d'autres business models, d'autres modèles de gestion. Donc, c'est un défi quotidien pour l'entreprise elle-même. Je ne sais pas si Valérie t'aimerais ajouter quelque chose que j'ai oublié à ce sujet. Ah, ouais, je ne veux pas en rajouter sur la liste de tout ce qu'on sait Ouais. pas et tout ce qu'on devrait adapter. Il y a encore, au niveau de la finance durable, il y a pas mal de choses qui se sont passées ces derniers temps. Enfin, on a vu avec le International Sustainability Standard Board, notamment Emmanuel Faber qui en fait partie, qui est président. C'est l'ancien PDG de Danone, qui ont fait pas mal de choses pour adapter les normes comptables. Maintenant, on ne sait pas à quoi ça va ressembler dans nos entreprises en Suisse, qu'est-ce que ça va impacter au niveau du business. Et puis, moi, je trouve qu'après Jean-Luc, toi qui es dans le développement durable, tu pourras peut-être étayer ça, mais je ne suis pas sûre que ce soit juste. Après, ce n'est pas que je suis pour ou contre, hein, mais voilà, d'aller 100% sur l'électrique partout, enfin, c'est mettre tous ses œufs dans le même panier. Et je ne suis pas sûre que ce soit des bonnes stratégies de mettre tous ses œufs dans le même panier, quoi. Parce qu'à un moment donné, enfin, on utilise aussi de la matière première pour ça. Et voilà. Et surtout qu'on ne connaît pas non plus à terme les impacts environnementaux globaux, quoi. Donc, en tout cas, moi, je ne les ai pas. Donc, voilà. Et puis bon, Sylvie, tu donnais l'exemple de l'économie circulaire. C'est un exemple. Il y a plein d'autres business models qu'on peut inventer. On peut inventer son propre modèle d'affaires. Et je pense que c'est ce qu'on doit faire, en fait. Vraiment adapter, en fait, son modèle d'affaires en fonction de qui sont nos consommateurs, quel est notre métier et puis quels sont nos standards, nos valeurs et qu'est-ce qu'on veut pour demain, quoi. Et je ne suis pas sûre que les business models existent déjà. Voilà. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Il y a eu déjà beaucoup d'énoncés, en fait, hein. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu sens, toi, Jean-Luc? Écoute, moi, si j'ai envie de rebondir un tout petit peu sur ce que tu as dit, moi, dans les finances durables, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas tellement de se poser la question sur la corruption, sur tout ce qui est, en fait, ces choses-là. C'est pas que c'est pas important, hein, c'est important, mais je veux dire, je pense que c'est des choses qu'on se pose déjà des questions avant même de parler de finances durables. On l'accepte, on ne l'accepte pas, hein, je veux dire, mais la société l'acceptait quand même. Quand on voit certains politiciens qui ont été réélus, ben voilà, il faut croire que la société l'accepte, hein. Donc, moi, pour la finance durable, je suis plus dans la réflexion de comment capitaliser enfin, comment valoriser le capital humain. Et en fait, comment le faire intelligemment et surtout comment le faire de manière à ce qu'il soit non péjoratif pour les gens. Hein, qu'on ne soit pas de nouveau un truc où on dise ben, finalement, le capital humain, génial, celui-là il est rentable, celui-là il ne l'est pas, je le fous loin.
Pour moi, ce n'est pas ça le capital humain. Non. Pour moi, le capital humain, c'est l'ensemble des compétences, savoir-faire, savoir-être d'une entreprise qui est valorisé dans un bilan. Et donc, du coup, je suis plus dans cette mouvance-là et je n'ai pas encore de baguette magique pour l'instant. Je suis en train de le faire. Je suis en train de réfléchir à ça, mais je n'ai pas de baguette magique. Il y a des gens qui réfléchissent aussi bien mieux que moi. Et ça, je rejoins aussi. Maintenant, le problème dans ces domaines-là, c'est qu'on voit que ça part dans beaucoup de sens. Et c'est très difficile de se dire celui-là, c'est le bon. Donc, je pense qu'il faut faire ce qu'on ressent soi-même. Et je pense que c'est ça qui est le plus important, en fait, finalement. Tu parles du climat. Moi, je trouve que c'est bien tout ce qu'il y a eu. On a voté on a voté un plan climat à la Confédération. Je trouve ça très bien. Bien sûr, si tu me demandais, pour moi, le plan climat, il n'est pas suffisant, mais voilà, il est là, il existe et je trouve ça extrêmement positif. Il y a beaucoup de gens qui oublient une chose, c'est que c'est trop tard. Les glaciers vont s'en aller, ça c'est certain. Donc, de toute façon, même si à partir d'aujourd'hui, on arrêtait tous de mettre des gaz à effet de serre dans l'espace, de toute façon, pour les 50 ans à venir, c'est joué, quoi. 50, même voire 100 ans à venir, c'est joué. Donc, moi, je dirais aujourd'hui, pour le climat, c'est bien de prendre des mesures parce que le changement de société est tellement long, que autant le faire quand même si pour aujourd'hui, c'est foutu sur certains aspects, en fait. Et donc, moi, dans le plan climat, je suis plus pour amener des réflexions, comme tu l'as dit. Est-ce qu'on fait de l'économie circulaire? Est-ce qu'on fait des bilans carbone dans les entreprises? Est-ce qu'on fait des actions? Moi, je suis plus pour aller vers des choses pragmatiques, en fait, pour le plan climat, que des choses académiques. Les trucs académiques, à mon avis, ça ne sert à pas grand-chose. Et puis, les gens n'y comprennent rien, pour la plupart. Et ensuite, ils ne s'y accrochent pas du tout. Donc, et ça a été prouvé, quoi, finalement. La société n'accroche pas quand ça devient trop académique, ou même, à la limite, quand ça devient trop moralisateur aussi. Les gens n'y accrochent pas. Ils ne sont pas d'accord. Quand ça devient trop l'histoire ancienne l'a montré, même des gens comme Greenpeace ou des gens comme le WWF à l'époque nous montraient les animaux qui se faisaient massacrer. Oui, il y avait des réactions, on va dire, cutanées sur des moments courts, mais après c'était fini, plus personne ne s'en inquiétait. Donc je crois que c'est plus un changement de fond qu'il faut faire et ça va prendre du temps. Oui, c'est clair. C'est bien qu'il y ait un plan climat et je pense que c'est ça qu'il faut. Et petit à petit, tout le monde se raccroche à ça et peut-être que dans quelques années, dizaines d'années, voire plus, il y aura 20 ou 30% de la population qui aura acquis tous ces réflexes et c'est déjà beaucoup. Après, tu parlais voitures électriques. Alors, moi, quand on me demande, parce que ça, c'est le truc qu'on me demande tout le temps quand je fais du réseautage ou quand je rencontre des groupes d'entrepreneurs, et tout le monde me dit, mais toi, tu as une voiture électrique? Je dis oui. Puis tout le monde me dit, oui, mais alors en voiture électrique, ce n'est pas la solution. Et puis, aux hybrides, c'est pire, etc. Puis moi, je leur dis, vous avez quoi comme voiture? Puis il me dit, moi, j'ai une BMW diesel, etc., ou BMW essence. Et puis, j'ai-tu l'as acheté quand? Il me dit, il y a 3 ans. Je dis, garde-la 10 ans. Ouais. Ouais. Non, mais tu vois, l'électricité, en fait, c'est la solution la moins pire, quoi. Non, mais je dirais, pour moi, la moins pire, c'est garde ta voiture. Ah oui, alors c'est sûr, oui, parce que c'est l'énergie grise, là. Oui, parce que finalement, tout ce qu'on a déjà dépensé pour les voitures qui sont sur le marché, si tu la gardes, tu ne vas pas racheter une. Donc, tu vas redépenser des matières premières qui vont revenir sur le marché. Ouais. Donc, moi, quand on me demande ça, je réponds, garde ta voiture. Elle a combien? 5 ans. Garde-la encore 5 ans. Enfin, voilà, ça, c'est ma réponse. J'ai un patron d'entreprise qui est dans la sécurité et qui m'a dit un jour, Jean-Luc, viens regarder, je veux passer tout à l'électrique. Puis j'ai dit, mais pourquoi tu veux faire ça? Puis il me dit, parce que c'est bien pour le développement durable, non? Puis je vais chez lui, je regarde ses voitures, elles avaient toutes minimum 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis je dis, écoute, si tu me demandes à moi, tu n'as pas de voiture électrique dans les 4 à 5 ans, il n'y en a aucune qui roule chez toi. À part si tu rachètes une neuve parce que tu dois augmenter ton parc, mais il n'y en a aucune qui roule. Et puis il me dit, non, mais ce n'est pas pour ça que je veux. Pourquoi? Parce que je veux faire un plan marketing, je veux dire qu'on arrive en silence chez mes clients, vu que c'est cette sécurité. Ouais, alors et là, on est en plein dans une machine, quoi. Non, ça ne va pas. Ça va pas. Parce que c'est, voilà. Donc, c'est vrai qu'actuellement, moi, je me balade un peu là-dedans, mais moi, je suis plus pour dire, vous avez acheté un ordinateur? Oui.
Il va encore, oui. C'est quoi le problème? C'est qu'il n'est pas clé en main tout beau, tout neuf. Ouais, enfin, tu vois, tous les 3 ans, on change. Mais je ne change pas tous les 3 ans, je change tous les 6, 8 ans. Ton téléphone, il va comment? Ah, j'ai vu, il y a le truc qui se plie en deux, c'est génial et tout. D'accord, mais celui que tu as maintenant, il marche? Oui. Ouais. Tu es content? Oui. Qu'est-ce que tu fous à changer, Ah, quoi? c'est parfait. Merci beaucoup, Jean-Luc, pour Voilà. tes inputs, c'est super. Et toi, Nadia, comment ça résonne en toi, ça? Est-ce que peut-être tu veux aussi te présenter, dire ce que tu fais? Alors, moi, je suis à la Souva. Mhm. Donc, la préoccupation première avant le développement durable, je pense qu'aujourd'hui, c'est la santé des collaborateurs, qui est un gros sujet. Donc, oui, ça résonne, ce que vous avez dit là, toutes les deux, ça résonne parce qu'aujourd'hui, les entreprises, elles ont ce défi de rester compétitives dans un monde en pleine transformation numérique. Et puis, c'est une course contre la montre parce qu'en fait, effectivement, elles doivent maintenir le suivi au niveau digital, maintenir les connaissances de collaborateurs au niveau numérique pour ne pas les perdre, parce que ça va très vite et très loin. Mhm. On a, comme l'a dit Sylvie, l'arrivée encore de l'intelligence artificielle là derrière. Et puis, en même temps, c'est de donner les outils aux collaborateurs pour qu'ils restent en bonne santé, quoi. Donc, je dirais que c'est vrai que pour moi, c'est le premier grand défi. Et puis, évidemment, le développement durable, ça va avec, hein. C'est l'engagement sociétal de toutes les entreprises aujourd'hui. Donc, oui, je rejoins ce que vous avez dit. Ma préoccupation dans mon travail, c'est vrai que ça reste en priorité cette histoire de santé, santé au travail, santé des collaborateurs et des managers, puisqu'ils sont les premiers concernés. Ouais. Donc voilà. Merci beaucoup pour ton partage. Cindy, tu veux ajouter quelque chose ou tu peux pas? On va voir. Ok, elle peut pas. On suppose qu'elle peut pas. Sylvie, tu veux ajouter quelque chose ou Non, pas? du tout, c'est bon. Ok. Alors, bon, ce fameux leader. Alors, bon, après, on peut chacun définir ce que c'est un leader. Pour moi, le leader, c'est aussi être leader de soi, de sa vie, de sa santé, de son investissement pour demain. C'est pas forcément un leader qui est patron. Ça peut être un leader patron, ça peut être un dirigeant, voilà, mais on est aussi leader de nous-mêmes à certains moments dans notre vie et le changement doit aussi passer par nous-mêmes d'abord, quoi. Il me semble, vous m'interromprez si je déconne, mais il me semble pas. Alors, je pense en fait ce qu'on constate en fait aujourd'hui, c'est qu'il y a un peu l'image du leader parfait qui est en train de s'effriter, quoi. On voit, on a vu le Dalai Lama qui est soumis à polémique parce qu'il a cru qu'il faisait un joke en disant à un gamin de lui lécher la langue alors que c'était pas drôle du tout. Donc ça a été mal interprété. On a des politiciens qui sont soumis, enfin voilà, sont sujets à, voilà, on creuse leur vie, on long, large, en travers pour trouver tout ce qui ne va pas. On a des coachs ou des mentors et puis à un moment donné, on est déçu parce qu'ils sont largement imparfaits comme nous. Et puis, ça peut aller jusque dans notre vie privée où on se rend compte que notre conjoint ou la personne qu'on vient de rencontrer n'est pas parfaite non plus, quoi. Ou avec nos collègues, etc. Donc, il y a vraiment ce côté, le leader parfait, en fait, pour moi, alors, l'image de ce leader, elle est en train de s'effriter, même si on s'attend toujours à ce qu'il soit parfait. Sauf qu'on voit bien que ça ne tient plus, quoi, aujourd'hui. Je pense que aujourd'hui, en fait, le leader doit chercher à s'upgrader, à se développer, surtout ses qualités humaines. Bien sûr, il doit développer des compétences techniques dont il va avoir besoin pour demain, mais je crois surtout, en fait, on a besoin d'avoir des gens, alors vraiment du côté leader, pas dans l'opérationnel, mais des gens qui sont capables de comprendre en fait quels sont les enjeux de demain, quels sont en fait l'éthique qu'il faut avoir. Donc il faut un côté philosophe, il faut être curieux,
s'intéresser à plein de domaines d'activité et puis pouvoir faire des ponts en fait entre tous ces domaines d'activité de manière à pouvoir être sensible à comment agir et décider pour demain, et puis aussi être capable de discuter avec toutes les personnes qui sont dans l'opérationnel pour pouvoir comprendre en fait quels sont leurs enjeux. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ben, vous le voyez bien, je pense, tout va toujours plus vite, tout s'accélère. Donc, ce leader, cet acteur de l'entreprise, à un moment donné, doit pouvoir agir très, très vite, s'adapter en permanence. Et en fait, on sait bien que quand on est en dehors de notre zone de confort, on stresse. Et quand on stresse, on peut devenir agressif ou fuir ou se scléroser et plus bouger. Alors que ce qu'on attend du leader d'aujourd'hui, c'est qu'il soit bienveillant, qu'il soit empathique, qu'il comprenne ce que vivent ses collaborateurs, etc. Donc, on lui demande aussi d'être inclusif, d'accepter toute la diversité qui est en train d'arriver. Ça fait un paquet de qualités à ce leader parfait qui était dans la performance, qui doit devoir ajouter à son bagage. Et donc, ça, c'est tout ce qu'on sait. Donc, on sait aussi que dans son équipe, s'il gère une équipe, ben, il va peut-être perdre des gens parce qu'ils seront plus compétents ou pas armés en fait pour faire face à ce qui vient demain. Donc, il doit aussi se poser la question aujourd'hui de dire, OK, qui dans mon équipe a besoin de développer certaines compétences? Quelles sont ces compétences? Qui est capable? Qu'est-ce que je peux lui donner pour ça, quoi? Donc, ça veut dire aussi vraiment dialoguer, écouter, prendre le temps, tout en... ça dépend où on est et notre quotidien, mais tout en restant aussi efficace, quoi. Donc, il y a de plus en plus besoin je dirais, d'être humain dans tout ce que ça veut dire, en fait. Alors, on a vu l'empathie, certaines qualités du cœur, mais probablement aussi savoir utiliser son intuition, son feeling. Jean-Luc, comme tu disais, en fait, ce qu'il y a au fond de nous, dans nos tripes aussi, sans que ça nous fasse flipper, quoi. Et puis, là, je n'ai même pas parlé encore du marché. Donc, Sylvie a dit tout à l'heure que le consommateur a ses besoins qui changent. Donc, ça veut dire aussi que le leader, selon où il est dans l'entreprise, doit comprendre les besoins du marché, être proche du marché. Donc, ça veut dire entendre les personnes qui sont au front, qui sont sur le terrain, leur permettre de remonter l'information et tenir compte de l'information pour s'adapter, pour adapter les stratégies. Ça, ce n'est pas nouveau. On a déjà vu ça avec le marketing digital, les médias sociaux, ce côté hyper transversal de l'entreprise qu'on a besoin. On en a encore plus besoin aujourd'hui et demain, ça va aller encore plus vite. Donc, il faut vraiment développer ces qualités-là. Après, ce qu'on ignore vraiment, c'est à quoi va ressembler en fait le leadership de demain. Comment est-ce qu'on va décider? Alors, on parle d'intelligence collective, on parle d'entreprises plutôt plates, avec moins de hiérarchie. Je ne sais pas, un comité de direction demain ou une équipe à l'intérieur d'une entreprise, est-ce qu'elle va décider avec un pouvoir distribué comme on a le Conseil fédéral aujourd'hui, qui est probablement le meilleur exemple d'intelligence collective qu'on a? Je ne sais pas si c'est un bon exemple. Et puis, où on en sera? Tu disais tout à l'heure, je te tutoie, pardon, hein, Nadia, tu parlais de la santé de tes collaborateurs, qui te préoccupent vraiment, et je pense que la santé au travail, la santé mentale, on ne sait pas où on va, parce que malgré tous les investissements des entreprises, les collaborateurs sont de plus en plus mal. Donc, il y a quand même un problème quoi, avec ça. Après, il y a tout ce qui est genre, les différents genres à inclure. Mais si on veut inclure toute la diversité, ça veut dire est-ce qu'on se retrouve avec des entreprises qui ont des jours de congé qui ne sont pas forcément les jours catholiques ou protestants, mais qui sont les jours fériés de toutes les ethnies? Est-ce que c'est possible? De toutes les religions? À quoi ça ressemble?
voilà, est-ce qu'on aura des horaires encore plus variés? Donc, il y a beaucoup de choses en fait qu'on ignore, mais si on veut faire les choses bien et juste et équitablement pour inclure tout le monde, à un moment donné, on va travailler sur différents rythmes, différents cycles, quoi. On a même déjà vu je crois que c'est en Espagne, où ils ont accordé 3 jours de congé pour les femmes quand elles ont leurs règles. Donc, est-ce qu'on en arrive à ça? Je ne sais pas si c'est bien, si ce n'est pas bien, si c'est juste. Je ne sais pas si j'aurais envie de les avoir, mais toujours est-il que ça vient. Donc, comment on organise une entreprise quand c'est comme ça? Donc voilà, ça fait partie en fait de tout ce qu'on ne sait pas en fait sur le leader de demain. Mais du coup, en fait, quand on ne sait pas, quand on n'a pas le plan, sur quoi on s'appuie pour avancer? Parce que là où on va, il n'y a aucune carte, il y a très très peu de gens qui ont marché avant nous. Ok Cindy, à bientôt. Prends soin de toi. Il y a peu de gens qui ont marché là avant nous. Il n'y a pas de... C'est pour ça qu'en fait, notre webinaire, il s'appelle S'ouvrir une nouvelle voie. Ça veut dire savoir créer cette nouvelle voie, même quand on est dans des impasses, c'est-à-dire se donner le temps pour réfléchir, pour inspirer, pour trouver des solutions. Et ça veut dire aussi polyvalence, transversalité, capacité d'anticiper, mais pas d'anticiper à partir du mental, parce que tout ce qu'on a créé jusqu'à aujourd'hui, on l'a fait à partir du mental, mais on ne sait pas ce que sera demain. Donc le mental, ça ne suffit pas. Ça va que nous faire tourner en rond, on doit pouvoir inventer à partir d'un autre point de vue et trouver cet autre point de vue, cet autre angle. Je pense qu'on doit aussi, et puis ça, je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais réengager nos collaborateurs, les réimpliquer, les remotiver, et ça va passer aussi par leur écologie personnelle pour justement supprimer ces facteurs de stress et tout ça, pour qu'ils reviennent en fait en forme, parce que s'ils n'ont pas d'énergie, comment ils peuvent être motivés? Et puis, la résilience, je pense que Sylvie après nous donnera un exemple en fait, de gestion d'incertitude, de résilience, c'est comment on va chercher au fond de soi cette ressource-là. Et pour ça, la montagne et l'extérieur, c'est juste tellement riche, quoi. Et puis, je crois que c'est vraiment très, très important de développer en nous ce qui nous permet de créer des relations authentiques. Alors, l'authenticité, ce n'est pas un concept marketing, quoi. C'est peler notre oignon pour être nous-mêmes et pour pouvoir être nous-mêmes avec l'autre et puis aller le chercher pour que lui puisse être lui-même aussi. Donc, créer cet espace safe dans lequel il se sentira bien. Ouais, Sylvie, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Parce qu'avec tout ce que j'ai dit, je ne sais pas si j'ai oublié. Non, je crois que le leader, je crois qu'on est dans une société, enfin moi j'ai besoin je ne vais pas parler pour les autres, mais moi j'ai besoin de retrouver des héros. Je dis toujours, voilà, moi j'étais fan de Tintin quand j'étais petite, c'était mon héros, c'était mon moi masculin, etc. Et je crois qu'on a besoin de se raccrocher à des gens qui justement ne sont pas parfaits, sont humains, qui ont de la vulnérabilité, qui ont des émotions. Et je crois que c'est ça qui pourra sauver le monde, en fait. C'est de revenir finalement à l'essentiel, à la simplicité, et puis oser montrer qu'on n'est pas parfait et qu'on avance avec le cœur. Avec les émotions, et puis qu'on peut tout à fait mettre ça dans une entreprise et puis faire du business de façon saine. Ouais, je ne sais pas qui nous a dit qu'on ne pouvait pas mettre de cœur dans nos entreprises quand on veut faire du business qu'avec la tête, mais en tout cas, le cœur nous a échappé quelque part, quoi, en cours de route ces dernières années. Alors, peut-être pas à vous qui êtes là, hein, Jean-Luc, je te connais un peu, donc voilà. Mais quelle heure il est? Ouais. On discutera encore après, parce que c'est important pour nous de respecter le timing. Moi, j'ai 2 outils à vous transmettre qui peuvent être super utiles pour faire une bascule très rapide, en fait. Alors, un outil pour faire une bascule rapide. Quand on est en situation de stress, Nadia, ça peut être super utile pour tes gens. Quand on est sclérosé, quand on est serré, quand on est angoissé, quand on est agressif, quand on panique, quand on ne sait pas,
on peut faire ce qu'on appelle une bascule mentale, c'est-à-dire revenir dans un mode adaptatif qui permet en fait de décider depuis une place de sérénité. C'est une petite mécanique dans notre cerveau à avoir, donc c'est-à-dire que notre mode automatique, notre cerveau reptilien qui gère et tout ça, qui envoie les signaux de détresse, il doit juste à un moment donné accepter de laisser la place. Donc il faut une petite prise de conscience, donc il faut apprendre à prendre conscience, mais au-delà de ça, c'est... Alors, je vous donne trois exemples. Vous prenez celui qui vous parle le plus, vous pouvez même en inventer des autres. C'est imaginer la situation autrement. Par exemple, si j'étais dans 10 ans, si je me place dans 10 ans, qu'est-ce que je penserais de cette situation? Alors, toutes les personnes à qui j'ai posé la question, elles se sont marrées. Et je vois, Jean-Luc, tu te marres, parce qu'en fait, dans 10 ans, ça désamorce tellement le truc, ça a l'air... Même notre problème, il a l'air hyper grave sur le moment. Si je m'imagine dans 10 ans à gérer cette situation, mais je vais en rigoler, c'est sûr, parce que voilà, ça aura tellement peu d'importance avec le recul. Alors que quand on a la tête dans le guidon, on en fait des montagnes. On peut aussi se dire, si c'était mon meilleur ami ou ma meilleure amie qui était dans cette situation, qu'est-ce que je lui dirais? Ou l'inverse, qu'est-ce que me dirait mon meilleur ami, ma meilleure amie? Ou vous choisissez quelqu'un qui est expert dans le domaine. Ou vous pouvez prendre un personnage célèbre ou quelqu'un que vous admirez. Qu'est-ce que me dirait Barack Obama, par exemple, ou Federer? Voilà. Ou même plus drôle, et puis là, alors ça dépend en fait, si la personne est vraiment en gros stress, vous allez directement la faire rigoler en lui disant, si tu étais le vent, qu'est-ce que tu penserais de cette situation? Si tu étais un arbre, voilà. Puis, enfin, voilà, ça devient loufoque et ça permet en fait de désamorcer complètement et de revenir à un état de sérénité. Dès qu'on rigole, dès que vous voyez sur la personne qu'elle esquisse un sourire ou qu'il y a son relâchement dans les épaules, vous voyez aussi tout de suite sur ses signaux non-verbaux sur son visage que ça a fonctionné. Et l'autre chose, et ça c'est pour réénergiser vos équipes, vos gens, vos collègues, vos collaborateurs, la motivation primaire. Donc il y a différents types de motivation, il y en a 3, j'ai tout un podcast là-dessus, vous irez chercher si jamais, qui explique ce que c'est les différents types de motivation. Mais la motivation primaire, c'est quelque chose qu'on fait avec plaisir, dans lequel on ne voit pas passer le temps. Je pense que vous avez des activités comme ça dans lesquelles vous êtes plongé, immergé, vous ne voyez pas passer le temps, et des activités qui vous ressourcent. Donc, cette activité que vous faites, elle vous réénergise. Et on devrait en avoir 15 à 20% dans notre quotidien. Et notre quotidien, ça veut dire aussi notre vie professionnelle. Donc, dans le cahier des charges, dans la feuille de route, dans le rôle, je ne sais pas comment vous les appelez au sein de votre entreprise, c'est important. Parce que quand on recrute quelqu'un, on ne met pas motivation primaire dedans. C'est bien si on peut identifier ça quand on recrute, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, d'avoir en fait dans le cahier des charges, dans le quotidien de la personne, 15 à 20% de son temps qui sont consacrés à des activités primaires. Donc, il faut pouvoir les identifier. Donc, la question à poser, c'est dans vos activités professionnelles, dans vos tâches au quotidien, qu'est-ce que vous faites avec plaisir, spontanément, dans lequel vous ne voyez pas passer le temps et qui vous ressource. Et que même si ça ne plaît pas aux gens autour de vous ou qui viennent vous critiquer ou, voilà, ou que ce n'est pas parfait, vous allez continuer à le faire parce que vous adorez ça, ça vous fait du bien. Et ça régénère. Et c'est hyper important qu'on ait des activités comme ça. Et ça, on en a très peu parce que souvent, c'est lié aux motivations secondaires, les activités dans les entreprises, aux résultats. Je le fais parce que je dois le faire, je le fais à condition de recevoir mon salaire ou mon bonus, ou parce que mon chef m'a dit, ou parce que c'est dans les KPI, etc., etc. Ou parce qu'il faut, parce qu'on m'a dit que, parce que je dois. Ça, c'est du second. On m'a dit. Et ouais, exactement. Ouais.
Et puis Sylvie, elle va vous donner, alors on ne peut pas être en extérieur, mais Sylvie va vous donner un exemple de ce qu'on peut faire en extérieur. Donc oui, j'aurais bien aimé vous emmener en montagne aujourd'hui, parce que je suis sûre qu'il fait un peu plus frais. Mais du coup, je vais vous y inviter par la pensée. Donc, je vais vous demander de bien vouloir fermer les yeux et puis d'imaginer que vous arrivez au pied d'une montagne. C'est votre montagne, elle a la forme que vous voulez, elle est grande comme vous en avez envie, elle a de la neige, pas de neige, peu importe. Donc, vous vous tenez quelques secondes à la base de cette montagne, le dos bien droit, les pieds bien posés sur le sol. Vous la regardez, vous la contemplez et vous vous rendez compte. Vous venez de passer 4 jours dans cette vallée, entourée de ces beaux sommets, ces paysages magnifiques. Vous venez de passer 4 jours pour vous, pour votre entreprise, votre projet. Vous êtes confiant, serein et motivé à transmettre ce que vous avez reçu pour vos collaborateurs, votre famille, vos amis. Et puis, vous voyez qu'il y a un chemin qui serpente sur cette montagne, un chemin qui monte jusqu'au sommet de celle-ci. Vous le prenez. À chaque pas, vous vivez un cycle de renaissance. C'est génial. Pour vous, la pente, la déclivité n'a aucune importance. À chaque inspiration, vous ressentez les bienfaits du temps que vous vous êtes accordé pour vous, pour votre entreprise ou votre projet. À chaque inspiration, vous laissez un espace pour développer la créativité, les envies, le leadership. Lorsque vous arrivez au sommet, tous vos sens sont en éveil. Votre corps est gorgé de confiance, de force et de joie. En regardant autour de vous, vous ressentez l'énergie, la force de la montagne. Et puis l'adrénaline de la montée vous donne accès à toutes les voies, tous les chemins possibles pour atteindre vos objectifs. Alors vous prenez encore quelques instants pour contempler, respirer et intégrer. Lorsque vous êtes prêt, vous choisissez un nouveau chemin, votre chemin. En descendant, vous pouvez intégrer à chaque pas tout ce que vous avez reçu et que vous avez l'opportunité de transmettre à votre écosystème. Vous vous êtes ouvert une nouvelle voie. Celle-ci vous mène vers le succès, la durabilité et la pérennité. Lorsque vous arrivez en bas, vous êtes prêt à vous engager pour sa concrétisation. Vous pouvez quitter ce bel endroit, cette belle montagne, et revenir maintenant, ici. Et au plaisir de vous emmener pour de vrai en montagne. Merci. Alors, si vous avez envie d'aller en montagne, vous avez besoin en fait de libérer en fait cet espace à l'intérieur de vous, l'ouvrir, connecter pour sentir sur quoi vous pouvez vous appuyer et comment vous pouvez guider vos prochains pas. Nous, on a élaboré un programme sur 4 jours qui est une retraite qui a lieu au mois d'octobre ou au mois de janvier 2024 et qui permet justement en fait, de venir libérer ce qu'on n'a plus besoin. Donc, ça sera c'est du 4 au 7 octobre, donc du mercredi au samedi. Le premier jour, bien sûr, on va accueillir des participants, évidemment, mais ce sera vraiment un jour qui est dédié à libérer, se décharger en fait de tout ce qu'on n'a plus besoin et tout ce qu'on ne veut plus, tout ce qui ne nous est plus utile pour demain. Donc, ça veut dire aussi nos anciens modes de fonctionnement.
Après, on a tous d'autres choses dont on veut se débarrasser. Donc, le premier jour, on va se faire ça, puis après, on va se concentrer sur les intentions. Le deuxième jour, on va alors descendre à l'intérieur de vous, c'est la vision, une vision prospective de vous, de votre entreprise, une vision à 5 ans pour voir les potentiels. Alors, ça veut dire vous, votre entreprise, mais ça peut être aussi votre projet. Ça dépend tout, en fait, où vous en êtes dans votre vie parce que et votre activité, parce qu'en fait, nos outils sont adaptés et adaptables à toutes les activités, toutes les postures. Et ça, ce sera la base, en fait, pour créer votre chemin pour la suite. Donc, c'est-à-dire que le lendemain, on va travailler la stratégie, le passage dans le plan, notamment aussi imaginer des nouvelles manières de faire, nouveaux business models, nouvelles structures. Et ce qu'on a besoin, en fait, pour faire ça, ça veut dire aussi notre écologie intérieure, de qui on va s'entourer, sur quoi on va s'appuyer. C'est hyper important, vous savez, d'être bien entouré. Et puis, le samedi, on terminera avec un engagement. C'est-à-dire que c'est bien sympa de partir en retraite ou de se concentrer, se dédier à sa vision, mais si on n'en fait rien du tout, il ne se passe rien. Hein. C'est comme les formations, les workshops, les webinaires. Si on ne s'engage pas et qu'on ne déclare pas nos intentions vis-à-vis du groupe, il ne se passe rien. C'est comme quand on veut arrêter de fumer et qu'on ne le dit à personne, et puis tout d'un coup, on recommence. Hein. Donc, voilà. Donc, nous, on va en fait vous permettre de vous engager, de planifier, et puis on va vous suivre après la retraite de manière, et en groupe, de manière à ce que ce soit pérenne, en fait, vos décisions, parce que ce chemin de conscience, ce leadership conscient, ce développement de la spiritualité, c'est tout ce qu'on a besoin pour aller vers demain. Eh bien, ce n'est pas un truc, comme je disais tout à l'heure, qu'on fait en claquant des doigts. Donc, c'est vraiment un processus intérieur où chacun va à son rythme. Et chacun des jours, donc il y a évidemment du yoga, de la méditation, mais il y a aussi de l'extérieur. Parce que, Sylvie, qu'est-ce qui se passe quand on est en extérieur? Alors, j'ai découvert, je suis en train de lire un livre super intéressant, je vous le montre. C'est celui-ci, ça s'appelle « Méfiez-vous des femmes qui marchent ». J'adore ce titre. Méfiez-vous des femmes qui marchent. Ça raconte le récit de plusieurs femmes qui sont parties en montagne à une époque où on attendait d'autres choses de leur part. Donc, dans ce livre, il y a quelque chose de très intéressant qui me permet de vous parler des bienfaits de la montagne. La marche en montagne donne le courage de chercher ce qu'elle veut vraiment et le temps de prendre une décision profondément difficile et complexe. Donc, c'est Annabelle Apps qui le dit. Donc, de tout temps, les philosophes et les poètes ont loué les pouvoirs thérapeutiques des marches en pleine nature, en montagne. Aujourd'hui, la science, elle nous aide à comprendre comment et pourquoi la marche, où qu'elle ait lieu, hein, peu importe, elle a une telle efficacité. Les récentes recherches scientifiques indiquent que l'activité des jambes, lorsqu'il y a un poids sur celle-ci, c'est ce qui se passe quand on marche, ça indique au cerveau qu'il va produire les neurones nécessaires pour faire face au stress et au changement. Alors, à ce qu'il semble, lorsque l'impact du pied qui touche le sol, ça donne une pression dans les artères et ça permet d'amener plus de sang au cerveau. Donc, de fonctionner un peu mieux. Ça, c'est pour le côté scientifique. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est ce qui se passe quand moi, je marche en montagne. En fait, je me suis rendu compte qu'au début, j'avais mes problèmes, mes soucis, mes inquiétudes, mon stress. À chaque pas, en fait, ça se libère. Et puis, petit à petit, ça s'envole un peu dans les nuages pour un moment. Et mon cerveau, il se met en mode minimum légal. Alors, minimum légal, c'est je regarde où je mets mes pieds, je regarde où je mets mes mains, je fais attention de ne pas tomber. Enfin, voilà, c'est un petit peu tout ce que je lui demande. Et puis, toute cette place libérée, finalement, dans mon esprit, de ce que je n'ai plus besoin, de ce qui n'est pas important à ce moment-là, ça laisse la place à tout le reste. Ça laisse la place à la joie, à la créativité, à la motivation, au rêve, en fait. Et j'appelle ça de la méditation active. En bougeant, en fait, on se permet ça. Et puis, en plus, il y a aussi l'énergie
qu'on doit déployer pour monter quelque part, ça sécrète les bonnes hormones. Et puis ça permet en fait d'avoir aussi cette bonne énergie, cette joie intérieure, cette confiance en soi et en l'avenir. Et puis quand je redescends, en fait, j'arrive à intégrer tout ça. Je prends conscience de ce que j'ai ressenti, de ce que j'ai vu. En plus, c'est gratuit, donc je pense que ce serait bête de s'en passer. Et puis ça donne en fait les bonnes vibes, comme on dit, les good vibes, pour finalement aller de l'avant de tout ce qu'on a ressenti en marchant. Et je trouve que c'est encore plus puissant quand on est en montagne, parce que la montagne, c'est solide, c'est fort. Et voilà, je pense que c'est un bon complément, en fait. Ce que j'ai envie d'apporter de ce workshop, c'est justement, voilà, on va faire travailler notre esprit, mais c'est important que ça passe par le corps, le cœur, pour que ça ait du sens et que ça fonctionne. Ouais, je pensais, merci beaucoup. Je crois que en fait, là où on va, ce qu'on a besoin d'apprendre, en fait, c'est pas, tu le disais tout à l'heure, Jean-Luc, en fait, ce qui est académique, ça fonctionne plus. On n'a plus besoin de parler à notre tête, quoi. C'est bon, on a compris, quoi. Maintenant, il faut que ça passe par le corps et puis que le changement il s'opère dans nos cellules, quoi. Donc, pour ça, il faut qu'on expérimente, il faut qu'on vive des choses, qu'on les sente. Et puis après, en fait, j'appelle ça connaître. En fait, dans la tête, on sait, mais pour connaître, il faut que ça passe par le corps. Parce que, si je vous détaille le mot connaître, il y a co et naître. Donc, on est avec un ensemble d'autres choses, en fait. Et après, on peut réallier le cerveau, le cœur, le corps, parce que de toute façon, c'est un tout qui fonctionne ensemble. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Qu'est-ce que vous pensez du leader de demain? Qu'est-ce qui vous manque? Est-ce que vous avez besoin d'autres outils? Voilà. Comment vous sentez là maintenant, après presque une heure ensemble? Alors moi, je partage 100% ta vision, Valérie, parce que je te suis sur tes podcasts depuis un moment. On a une Oh, connaissance trop en bien. commun. Sylvie, moi, je connais un peu moins, mais en fait, je partage 100% votre vision. Et par contre, avec dit il faut et il doit, et on n'a toujours pas fait intégrer ça à nos fameux dirigeants. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et en fait, ce que moi j'ai envie donc moi, encore une fois, hein, je partage vraiment votre vision à 100% et je suis porteuse de votre, ce que vous amenez, vraiment, vraiment à 100%. Mais la difficulté qu'on a et que j'observe aussi, parce que moi-même très ouverte à tout ça, c'est comment finalement amener ce que vous dites toutes les deux à nos dirigeants qui prennent les décisions et qui créent les systèmes dans lesquels on fonctionne. Parce que c'est bien joli, hein, je m'excuse, hein, il n'y a pas de critique là derrière. Non, C'est vas-y, bien vas-y. joli de dire ouais, il faudrait qu'on ait une 15 à 20% de notre temps sur des motivations qui sont primaires. Moi, ce que j'observe dans les entreprises aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont dans des activités où elles n'ont pas de marge de manœuvre. C'est parce que c'est la machine qui va faire une tâche à leur place, qui va décider à quel rythme, quand et dans quel ordre. Donc, en fait, elles n'ont même plus le temps d'aller aux toilettes ou tout juste le temps d'aller aux toilettes. Et moi, c'est ce qui m'interpelle. Et tant qu'on aura des chefs ou des dirigeants qui prennent les décisions comme ça, eh ben, on va dans le mur, quoi. Je pense que vous êtes d'accord. Et du coup, ma question, c'est comment, et je vous la pose, et je n'ai pas la solution, hein, moi j'ouvre le débat, c'est comment arriver à influencer des dirigeants qui ont eux-mêmes une aura pour aller dans cette direction-là, parce que je crois que s'il y a quelqu'un qui va pouvoir changer les choses, ben, c'est aussi eux, quoi. Ça va aussi devenir par eux, quoi. Donc, c'est vrai que moi, je pense qu'il faudrait aller plus dans le comment, le pourquoi et le comment. Et puis, c'est ce qu'il faut absolument aujourd'hui. Enfin, je pense que plus on sera à partager cette vision, mieux ce sera et à la diffuser chacun là où on est. Mais il reste encore le comment, vraiment, parce que moi, je suis entourée de gens binaires, hein, pas éveillés. Je m'excuse, mais c'est vraiment ça. Et des petits chefs, il y en a tout plein, donc à la Souva comme ailleurs, hein. Je veux dire, il n'y a pas que la Oui, Souva oui. où il y a des petits chefs. Et tant que ces gens-là ne prennent pas conscience de l'impact qu'ils ont sur leurs collaborateurs, sur tout ce qui nous entoure, bah, c'est difficile, quoi. Donc c'est ça Ouais. que Et puis même, tu vois, là, dans l'entreprise dans laquelle je vais en ce moment, même que la manager
qui a quand même un poste bien élevé dans la hiérarchie, elle est vachement dans le cœur. Elle essaye, enfin, elle fait tout ce qu'elle peut, mais le système fait qu'elle ne peut pas protéger plus que ça ses collaborateurs, son équipe, et être avec eux autant qu'elle aimerait être, tu vois, dans son attitude et tout ça, parce que c'est le système. Et après, Sylvie, tu donneras ton point de vue. Moi, je pense que, enfin, tu sais, c'est Nadia, pour moi, c'est la même chose que quand je me dis, ouais, mon mari, j'aimerais bien qu'il change, et puis qu'il nanana, enfin, tu vois. Et en fait, il change par capillarité. Donc, en fait, c'est montrer l'exemple, semer nos graines et beaucoup de patience, parce qu'on ne peut pas faire changer les gens. On ne peut pas. Pour qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Donc, il faut qu'il y ait un point de bascule. Donc, malheureusement, soit ils sont assez éveillés pour s'inspirer tu vois, de dirigeants comme Christian Petit, qui lui aussi fait de son mieux avec la structure qu'il a à disposition, comme des biopharmes, Mauvernet, je crois qu'il s'appelle, le directeur, le président des biopharmes. Je ne connais pas lui, ouais. Il écrit dans Le Temps, et voilà, donc il est très, très humain. Et il change la structure de biopharmes, mais aussi comme il peut. Voilà, il y en a, mais il faut qu'on en ait plus. Donc, en fait, il faut que ces dirigeants-là s'expriment. Ils s'expriment. Christian Petit, il est au taquet sur LinkedIn. Mauvernet, il a sa tribune je crois que c'est Mauvernet, je ne vais pas dire des bêtises, mais le président des biopharmes, dans Le Temps, il est actif sur LinkedIn, il partage. Voilà, et il nous en faut encore plus. Donc, ça va venir, quoi. On en a d'autres dans des entreprises plus petites, tu vois, comme on avait Michel Perrin, il y a Patrick Mermou, il y en a qui sont là, mais il faut qu'on leur donne de la visibilité et qu'on les utilise comme exemple. Parce que, en fait, pour moi, le dirigeant d'aujourd'hui, il n'a pas d'exemple, il a la tête dans le guidon, et puis voilà. Puis après, il y a celui qui ne veut pas du tout changer, tu vois. Oui, puis on doit nous-mêmes donner l'envie, en fait. Et on est tous responsables, finalement, de montrer on est soi-même dirigeant ou on a un dirigeant au-dessus ou des chefs au-dessus de nous, mais on doit lui montrer, lui donner envie, lui donner envie de sortir, de casser le code. Et voilà, de simplement dire comment les ramener par leur prendre la main, c'est une chose, mais vraiment leur donner envie de casser le code et de sortir. Et ça, voilà, c'est comme Valérie le disait, il y a les exemples qu'elle a cités, mais je crois qu'on a notre responsabilité nous-mêmes. Et moi, quand je vois quelqu'un à côté de moi qui est en forme, qui a confiance, qui a l'air d'être bien dans ses baskets, j'ai envie d'être comme lui. Après, donc, oui, ça vient d'en haut, mais ça vient aussi ça vient de tous les niveaux. Tout le monde a son rôle à jouer. Après, c'est vraiment systémique. Tu vois, si tu regardes le Earth for All, ils ont un rapport qui a été fait par Otto Scharmer et qui, tu sais, je pense que tu connais l'inventeur de la théorie U. Là. Enfin bref. Oui, ouais. Et en fait, Otto Scharmer, il dit le problème, en fait, et il y a d'autres leaders, en fait, qui disent la même chose, c'est que le dirigeant, aujourd'hui, peu importe où il est trop bien loti. Tu vois, c'est hyper confortable. Pourquoi il changerait, quoi? À moins qu'il ait vraiment des valeurs, tu vois, de bienveillance pour le monde et puis qu'il soit touché par ça, puis que ça soit plus important que son confort quotidien, quoi. Et il dit, les dirigeants aujourd'hui sont trop bien lotis, donc ils n'ont pas envie de changer. Il n'y a rien qui les pousse à changer. Donc à un moment donné, tu vois, tant qu'il y aura du bonus, tant que l'argent, en fait, est la performance, alors ça, c'est c'est de la théorie, tu vois, mais tant que c'est tout ça qui leadera le monde et qu'il n'y aura pas un côté plus philosophique et plus éthique qui prendra de la place, ben voilà, en même temps, on a quand même besoin de l'argent pour vivre. Oui, je suis d'accord. Mais je suis d'accord avec ce que vous dites. Hein. Je veux dire, je suis dans l'observation. Moi, j'aime bien ce qu'a dit Sylvie. On a besoin de héros.
Oui, cherchons-les et comme tu disais, donnons-leur de la visibilité. Moi, je partage, hein, donc voilà, j'étais juste finalement un constat. Moi, je suis au cœur du système aujourd'hui et c'est pas simple, en plus dans la santé au travail et c'est pas simple de faire bouger les lignes, quoi. Ouais. Donc plus on donnera des outils, plus on donnera des bons exemples comme Christian Petit, que je trouve, magnifique et ben, effectivement, plus on convaincra les gens d'aller dans une direction, de se rapprocher de soi, de faire confiance à son corps, à l'intelligence de son corps. Donc, non, mais je suis une convaincue avec ce que vous dites. Je vois juste l'ampleur du labeur, oui. l'ampleur de la montagne devant, quoi. Mais je crois qu'il faut qu'on la découpe, en fait. Tu vois, Sylvie, elle te parlera Oui, de alors, comment elle fait pour grimper, tu alors vois. moi, je fais beaucoup de courses en montagne et puis des fois, je me fais du dénivelé et puis à un moment donné, c'est la fin de la course et je dois me taper encore 1000 mètres. Et si je me dis, je vais en faire encore 1000 mètres, j'arrive jamais. Ouais. Donc déjà, je décompose, c'est 5 fois 200 mètres. Et puis je sais que quand je compte jusqu'à 400, j'ai fait 200 mètres. Donc je sais que je devrais compter 5 fois 400. Enfin bref, je le décompose parce que c'est pour moi, hein, c'est mon Ah ouais. tips à moi, le moyen d'y arriver. Mais si je me dis, je dois encore faire 1000 mètres, alors que ça fait déjà 5 heures que je suis en train de courir, je m'effondre, quoi, je n'y arrive pas. Ouais. Donc voilà, à nous de trouver des petites astuces, des petits tips pour faire que ça se passe, quoi. Et puis, Non, mais 100% d'accord, quoi. et puis pour revenir aux héros, ben, je crois que Ouais. soyons nous-mêmes des héros, quoi. Ah ouais, c'est juste, ouais. Mais ça ne se fait pas tout seul, c'est sûr. Après, si je te prends l'exemple de Debiopharm, alors malheureusement, je n'ai pas pu interviewer la Happiness Chief Officer parce qu'elle n'a pas envie de parler. Mais en fait, elle s'est pointée vers la direction. Elle a dit qu'elle voulait faire cette formation pour elle d'abord. Et puis finalement, au fur et à mesure qu'elle en a parlé un peu en interne, qu'elle revenait enthousiaste et tout ça, ils lui ont dit, ouais, tu devrais nous mettre des trucs en place. Donc, elle a commencé à mettre des choses en place. Et puis finalement, ça, c'était toute l'année dernière. Et puis cette année, dans la stratégie de l'entreprise, il y a en fait du temps qui est dédié transversal en tous les départements avec une personne clé à l'intérieur de chaque département qui fait partie d'une équipe pour instaurer ça. Tu vois, c'est déjà ça. Ah ouais. C'est pas parfait, C'est déjà mais c'est déjà ça, ça. ouais. Donc peut-être chez toi, tu as peut-être déjà des champions en fait, ou des ambassadeurs, ou des gens qui sont déjà prêts, convaincus et tout. Puis avec eux, vous pouvez déjà amorcer quelque chose, même si c'est peut-être au début de manière informelle, tu vois. Cool. Bah écoute, moi je vais devoir vous laisser par contre, je suis désolée. On va ouais. à l'heure, oui. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Merci Très à intéressant. toi. Et Nadia, c'est qui notre connaissance commune? Chantal Cadorin. Ah, trop bien. Ah, ouais, wow. Alors, si tu la vois avant moi, tu la salues bien. Je lui dirai, ça marche, ouais. C'est trop bien. Ça marche. Merci d'avoir été là. Bon après-midi à tout le monde. Merci à toi aussi. Bon après-midi. Et bonne Bye bye. continuation. Bon après-midi tout le monde. À bientôt.